formé, constitué autour de la réaction nobiliaire du début du XVIIIe siècle. Bon, alors je voudrais maintenant me placer à un autre point du temps, c'est-à-dire autour de la Révolution française, à un moment donné où on peut saisir, je crois, deux processus. D'une part, on voit que ce discours, qui avait été à l'origine lié donc à la réaction nobiliaire, comment ce discours s'est généralisé, non pas seulement en ceci qu'il serait devenu la forme en quelque sorte régulière, canonique du discours historique, mais dans la mesure où il est devenu un instrument tactique qui n'était plus utilisable seulement par la noblesse, mais un instrument tactique qui était utilisable finalement dans une stratégie ou dans une autre. Le savoir historique, en effet, au long du XVIIIe siècle, moyennant bien sûr un certain nombre de modifications dans les propositions fondamentales, ce savoir historique est finalement devenu une sorte d'arme discursive, utilisable, loyable par tous les adversaires du champ politique. En somme, si vous voulez, je voudrais vous montrer comment ce discours historique ne doit pas être pris comme l'idéologie ou le produit idéologique de la noblesse et de sa position de classe, que ce n'est pas d'idéologie qu'il s'agit là, il s'agit d'autre chose que j'essaie justement de repérer, qui serait, si vous voulez, la tactique discursive, un dispositif de savoir et de pouvoir, et qui précisément, en tant que tactique, peut être transférable et devient finalement la loi de formation d'un savoir et en même temps la forme commune à la bataille politique. Bon, donc généralisation du discours de l'histoire, mais en tant que tactique. Et deuxièmement, le deuxième processus qu'on voit se dessiner au moment de la Révolution, eh bien c'est la manière dont cette tactique s'est déployée dans trois directions, correspondant à trois batailles différentes et produisant finalement trois tactiques elles aussi différentes. L'une qui est centrée sur les nationalités et qui va se trouver essentiellement en continuité d'une part avec les phénomènes de la langue et par conséquent avec la philologie. Deuxièmement, l'autre qui est centrée sur les classes sociales avec comme phénomène central la domination économique et par conséquent rapport fondamental avec l'économie politique. Et enfin, troisièmement, une troisième direction qui va être cette fois centrée non plus sur les nationalités ni sur les classes, mais sur la race, avec comme phénomène central les spécifications et sélections biologiques, et donc la continuité entre ce savoir historique, ce discours historique, et la problématique biologique. Philologie, économie politique, biologie, parler, travailler, vivre, etc. C'est tout ceci que l'on va voir se réinvestir ou se réarticuler autour de ce savoir historique et des tactiques qui lui sont liées. Bon. Première chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est donc de cette généralisation tactique du savoir historique, comment, si vous voulez, elle s'est déplacée de son lieu de naissance, qui était la réaction nobiliaire au début du XVIIIe siècle, pour devenir cet instrument général à toutes les luttes politiques, de quelque point de vue qu'on les prenne, à toutes les luttes politiques de la fin du XVIIIe siècle. Première question, raison de cette polyvalence tactique, comment et pourquoi cet instrument si particulier, ce discours finalement si singulier qui consistait à chanter la louange des envahisseurs, comment ce discours a pu devenir un instrument général dans les tactiques et dans les affrontements politiques du XVIIIe siècle. Bon. Je crois que la raison, on peut la trouver dans la direction classique. Boulainvilliers, donc, avait fait de la dualité nationale le principe d'intelligibilité de l'histoire. Intelligibilité voulait dire trois choses. Il s'agissait pour Boulainvilliers, d'abord, de retrouver le conflit initial, bataille, guerre, conquête, invasion, etc., ce conflit initial, ce noyau belliqueux, à partir duquel
toutes les autres batailles, les autres luttes, tous les autres affrontements pouvaient dériver, soit à titre de conséquences directes, soit par une série de déplacements, de modifications, de retournements dans le rapport des forces. Donc une sorte de grande généalogie des luttes à travers tous les combats divers qui ont été déposés par l'histoire, comment retrouver la lutte fondamentale, renouer, si vous voulez, le fil stratégique de toutes ces batailles. Bon. L'intelligibilité historique que Boulainvilliers voulait apporter signifiait également autre chose. Il s'agissait non seulement donc de retrouver cette bataille nucléaire et fondamentale, mais il fallait, et la manière dont les autres combats dérivaient d'elle, mais il fallait aussi repérer les trahisons, les alliances contre nature, les ruses des uns et les lâchetés des autres, tous les passe-droits, tous les calculs inavouables, tous les impardonnables oublis qui avaient rendu possible cette transformation et en même temps, en quelque sorte, l'adultération de ce rapport de force et de cet affrontement fondamentaux. Faire en quelque sorte une sorte de grand examen historique à qui la faute. Il s'agissait donc non seulement de renouer le fil stratégique, mais de tracer à travers l'histoire la ligne parfois sinueuse, mais ininterrompue des partages moraux. Troisièmement, cette intelligibilité historique voulait dire autre chose. Il s'agissait, par-delà tous ces déplacements tactiques, par-delà toutes ces malversations historico-morales, il s'agissait de retrouver, de remettre au jour un certain rapport de force qui soit à la fois le bon et le vrai. Le vrai rapport de force, en ce sens qu'il s'agissait de retrouver un certain rapport de force qui n'était pas idéal, qui était réel, qui était effectivement déposé, inscrit par l'histoire, et qu'il avait été au cours d'une certaine épreuve de force décisive qui avait été, dans le cas occurrent, l'invasion de la Gaule par les Francs. Donc un certain rapport de force qui soit historiquement vrai, historiquement réel, et deuxièmement qui soit un bon rapport de force, parce qu'il serait justement dégagé de toutes les altérations que les trahisons, les déplacements divers lui avaient fait subir. Retrouver donc, et c'était ça, si vous voulez, le thème de cette recherche d'intelligibilité historique, il s'agissait de retrouver un état de choses qui soit un état de force dans sa rectitude d'origine. Et ce projet, vous le trouvez formulé clairement par Boulainvilliers et par ses successeurs. Boulainvilliers disait par exemple, il s'agit de rappeler nos usages présents à leur véritable origine, de découvrir les principes du droit commun de la nation et d'examiner ce que l'on a changé dans la suite des temps. Et Douanet un peu plus tard devait dire, c'est d'après la connaissance de l'esprit primitif du gouvernement qu'on doit redonner de la vigueur à certaines lois, modérer celles dont la trop grande vigueur pourrait altérer l'équilibre, rétablir l'harmonie et les rapports. Donc, trois tâches dans cette intelligibilité, dans ce projet d'analyse intelligible de l'histoire: renouer le fil stratégique, tracer le fil des partages moraux et rétablir la rectitude de quelque chose que l'on peut appeler quoi? Donc on peut appeler, si vous voulez, le point constituant de la politique et de l'histoire, le moment de constitution du royaume. Je dis point constituant, moment de constitution, pour éviter un peu, sans toutefois l'effacer tout à fait, le mot de constitution. En fait, c'est bien de constitution, vous le voyez, il s'agit, on fait de l'histoire pour rétablir la Constitution. Mais la Constitution entendue, vous le voyez, non pas du tout comme un ensemble explicite de lois qui auraient été formulées à un moment donné. Il ne s'agit pas de retrouver non plus une sorte de convention juridique fondatrice qui aurait été passée dans le temps ou dans l'architemps entre le roi et entre le souverain et ses sujets. Il s'agit de retrouver quelque chose qui a donc consistance et situation historique. Il s'agit de retrouver quelque chose qui n'est pas tellement de l'ordre de la loi que de l'ordre de la force,
qui n'est pas tellement de l'ordre de l'écrit que de l'ordre de l'équilibre. Quelque chose, une constitution, mais presque comme l'entendraient, comme l'entendraient les médecins, c'est-à-dire rapport de force, équilibre et jeu de proportion, dissymétrie stable, inégalité congruente. C'est de tout cela que les médecins du XVIIIe siècle parlaient lorsqu'ils évoquaient la Constitution. Cette idée de Constitution est en quelque sorte, dans cette littérature historique que l'on voit se former autour de la réaction immobilière, à la fois médicale et militaire, rapport des forces entre le bien et le mal, rapport de force aussi entre les adversaires. Et ce moment constituant qu'il s'agit de retrouver, c'est on doit le rejoindre. On doit le rejoindre par la connaissance et le rétablissement d'un rapport de force fondamental. Il s'agit de mettre en place une constitution qui soit accessible, non pas par le rétablissement de vieilles lois, mais par quelque chose qui serait une révolution des forces. Révolution, au sens où précisément il s'agit de passer du point de la nuit au point du jour, du point le plus bas au point le plus haut. C'est-à-dire que pour Boulainvilliers, et je crois que c'est là ce qui est fondamental, en tout cas ce qui a été possible à partir de Boulainvilliers, ça a été le couplage de ces deux notions, celle de constitution et celle de révolution. Tant que dans la littérature historico-juridique, qui avait été essentiellement celle des parlementaires, on entendait par constitution essentiellement les lois fondamentales du royaume, c'est-à-dire un appareil juridique, quelque chose de l'ordre de la convention. Il était évident que ce retour de la Constitution ne pouvait être que le rétablissement en quelque sorte décisoire de lois remises en pleine lumière. À partir du moment, au contraire, où la Constitution, ce n'est plus une armature juridique, ce n'est plus un ensemble de lois, mais c'est un rapport de force. Il est bien entendu que ce rapport de force, on ne peut pas le rétablir à partir de rien, on ne peut le rétablir que dès lors qu'il existe quelque chose comme un mouvement cyclique de l'histoire, dès lors qu'il existe en tout cas quelque chose qui permet de faire tourner l'histoire sur elle-même et de la ramener à son point de départ. Par conséquent, vous voyez que là se réintroduit, par cette idée d'une constitution qui est médico-militaire, par cette idée d'une constitution qui est rapport de force, vous voyez que s'introduit quelque chose comme une philosophie de l'histoire cyclique, l'idée en tout cas que l'histoire se développe selon des cercles, et par là je dis que cette idée s'introduit, à dire vrai elle se réintroduit, ou si vous voulez, s'articule. Le vieux thème millénariste du retour des choses sur un savoir historique articulé. Et la philosophie de l'histoire comme philosophie du temps cyclique, cette philosophie de l'histoire, elle devient possible à partir du XVIIIe siècle, dès lors qu'on a mis en jeu ces deux notions de constitution et de rapport de force. Et en effet, chez Boulainvilliers, vous voyez apparaître, je crois pour la première fois, à l'intérieur, encore une fois, d'un discours historique articulé, vous voyez apparaître cette idée d'une histoire cyclique. Les empires, disait Boulainvilliers, les empires croissent et tombent en décadence selon la façon dont la lumière du soleil éclaire le territoire. Révolution solaire, révolution d'histoire, vous voyez que les deux choses sont maintenant liées. Donc on a ce couple, si vous voulez, où c'est le lien de ces trois termes, constitution, révolution, histoire cyclique. Voilà, je crois, si vous voulez, un des aspects de cet instrument tactique que Boulainvilliers avait mis au point. Second aspect, c'est ceci. En cherchant le point constituant dans l'histoire, en cherchant par conséquent un point constituant qui soit bon et vrai, qu'est-ce que Boulainvilliers veut faire? Il s'agit pour lui de refuser de chercher ce point constituant dans la loi, bien sûr, mais il s'agit aussi de refuser de le chercher dans la nature. Antijuridisme,
c'est ce dont je viens de vous parler à l'instant, mais également antinaturaliste. Le grand adversaire de Boulainvilliers et des successeurs ensuite de Boulainvilliers, ça sera la nature, ça sera l'homme de nature. Ou si vous voulez encore, le grand adversaire, et c'est en cela aussi que les analyses de Boulainvilliers vont devenir instrumentales et tactiques, c'est que le grand adversaire de ce genre-là d'analyse, eh bien, c'est l'homme de nature, c'est le sauvage. Le sauvage entendu en deux sens. Le sauvage, bon ou mauvais, cet homme de nature que les juristes ou les théoriciens du droit se donnaient avant la société pour constituer la société comme élément à partir duquel le corps social pouvait se constituer. En cherchant le point de la Constitution, Boulainvilliers et ses successeurs n'essaient pas de retrouver ce sauvage antérieur, en quelque sorte, au corps social. Ce qu'ils veulent aussi conjurer, c'est cet autre aspect du sauvage, cet autre homme de nature, qui est l'élément idéal inventé par les économistes, cet homme qui est sans histoire et sans passé, cet homme qui n'est mu que par son intérêt et qui échange le produit de son travail contre un autre produit. Ce que le discours historico-politique de Boulainvilliers et ses successeurs a voulu conjurer, c'est à la fois donc le sauvage théorico-juridique, le sauvage sorti de ses forêts pour contracter et fonder la société, c'est également le sauvage homo economicus qui est voué à l'échange et au troc. Ce couple, au fond, du sauvage et de l'échange, c'est un couple qui est, je crois, absolument fondamental, non seulement dans la pensée juridique, non seulement dans la théorie du droit au XVIIIe siècle, mais c'est également ce couple-là, du sauvage et de l'échange, que l'on va retrouver continuellement depuis le XVIIIe siècle et la théorie du droit, jusqu'à l'anthropologie du XIXe et du XXe siècle. Au fond, le sauvage, dans cette pensée juridique du XVIIIe comme à la pensée anthropologique du XIXe et du XXe, le sauvage c'est essentiellement l'homme de l'échange, c'est l'échangeur des droits ou l'échangeur des biens. En tant qu'échangeur des droits, il fonde la société et la souveraineté. En tant qu'échangeur de biens, eh bien, il constitue un corps social qui est en même temps un corps économique. Depuis le XVIIIe siècle, le sauvage, c'est avant tout le sujet de l'échange élémentaire. Bon, eh bien, c'est au fond contre ce sauvage, dont l'importance, vous le savez, a été grande dans la théorie juridique du XVIIIe siècle, c'est contre ce sauvage que le discours historico-politique inauguré par Boulainvilliers adressé à un autre personnage qui est tout aussi élémentaire, si vous voulez, que le sauvage des juristes et bientôt des anthropologues, mais qui est constitué tout différemment. Cet adversaire du sauvage, eh bien, c'est le barbare. C'est le barbare. Le barbare s'oppose au sauvage de quelle manière? Eh bien, d'abord en ceci. Au fond, le sauvage, il est toujours sauvage dans la sauvagerie, avec d'autres sauvages. Dès qu'il est dans un rapport de type social, le sauvage cesse d'être social. Cesse d'être sauvage. En revanche, le barbare est quelqu'un qui ne se comprend et qui ne se caractérise, qui ne peut être défini que par rapport à une civilisation à l'extérieur de laquelle il se trouve. Le barbare, il n'y a pas de barbare s'il n'y a quelque part un point de civilisation par rapport auquel le barbare est extérieur et contre lequel il vient se battre. Un point de civilisation que le barbare méprise, dont le barbare a envie, par rapport auquel le barbare se trouve dans un rapport d'hostilité et de guerre permanente. Il n'y a pas de barbare sans une civilisation qu'il cherche à détruire et à s'approprier. Le barbare, c'est toujours l'homme qui piétine aux frontières des États. Le barbare, c'est celui qui vient buter contre les murailles des villes. Le barbare, à la différence du sauvage, il ne repose pas sur un fond de nature auquel il appartient.
Il ne surgit que sur un fond de civilisation contre lequel il vient se heurter. Il n'entre pas dans l'histoire en fondant une société, il entre dans l'histoire en pénétrant, en incendiant et en détruisant une civilisation. C'est donc, je crois, le premier point de différence entre le barbare et le sauvage, c'est ce rapport à une civilisation, donc à une histoire préalable. Il n'y a pas de barbare sans une histoire préalable, qui est celle de la civilisation qu'il vient incendier. Et d'autre part, le barbare, ce n'est pas le vecteur d'échange, comme le sauvage. Le barbare, il est essentiellement vecteur de toute autre chose que de l'échange, il est vecteur de domination. Le barbare, à la différence du sauvage, il s'empare, il s'approprie, il pratique non pas l'occupation primitive du sol, mais la rapine, c'est-à-dire que son rapport de propriété est toujours second, il ne s'empare jamais que d'une propriété préalable, de même, il met les autres à son service, il fait cultiver les terres par d'autres, il fait garder ses chevaux, préparer ses armes, etc. Sa liberté, elle aussi, ne repose que sur la liberté perdue des autres, et dans le rapport qu'il entretient au pouvoir, eh bien, le barbare, à la différence du sauvage, ne cède jamais sa liberté. Le sauvage, c'est celui qui a entre les mains une sorte de pléthore de liberté, qu'il vient à céder pour garantir sa vie, sa sécurité, sa propriété. C'est bien, le barbare, lui, ne cède jamais sa liberté, et lorsqu'il se donne un pouvoir, lorsqu'il se donne un roi, lorsqu'il élit un chef, il le fait pourquoi? Non pas du tout pour diminuer sa propre part de droit, mais au contraire pour multiplier sa force, pour être plus fort dans ses rapines, pour être plus fort dans ses vols et dans ses viols, pour être un envahisseur plus certain de sa propre force. C'est comme multiplicateur de sa propre force individuelle que le sauvage met en place un pouvoir. C'est-à-dire que le modèle de gouvernement pour le barbare est un gouvernement nécessairement militaire et qui ne repose pas du tout sur ce contrat de cession civile qui caractérise le sauvage. C'est ça, ce personnage du barbare, que je crois l'histoire type Blainvilliers a mis en place au XVIIIe siècle. Ces deux personnages, eh bien, on comprend très bien pourquoi le sauvage, malgré tout, même lorsqu'on lui reconnaît quelques méchancetés et quelques défauts, dans la pensée juridico-anthropologique de nos jours, et jusque dans les utopies bucoliques et américaines qu'on trouve maintenant, le sauvage, vous savez, il est toujours bon. Et comment ne serait-il pas bon, puisqu'il a précisément pour fonction d'échanger. Il a pour fonction d'échanger, il a pour fonction de donner bien sûr au mieux de ses intérêts, mais dans une forme de réciprocité où nous reconnaissons, si vous voulez, la forme acceptable et juridique de la bonté. Le barbare, en revanche, il ne peut pas ne pas être mauvais, il ne peut pas ne pas être mauvais et méchant, même si on lui reconnaît des qualités. Il ne peut être que plein d'arrogance et inhumain, puisqu'il n'est pas justement l'homme de l'échange et de la nature, il est l'homme de l'histoire, il est l'homme du pillage et de l'incendie, il est l'homme de la domination. Un peuple fier, brutal, sans patrie, sans loi, disait Mably, qui pourtant aimait beaucoup les barbares. Il tolère des violences atroces, car elles sont pour lui dans l'ordre des choses publiques. Chez le barbare, l'âme est grande, noble et fière, mais toujours associée à la fourberie et à la cruauté. Tout ça, c'est dans Mably. Bonneville disait, en parlant des barbares, ces aventuriers ne respirent que la guerre. L'épée était dans leur droit et ils exerçaient sans remords. Et Marat, lui aussi, grand ami des barbares, dit « pauvres, grossiers, sans commerce, sans armes, mais libres ». Bon. Homme de nature, le barbare, oui et non, si vous voulez. Non, en ce sens qu'il est toujours donc lié à une histoire et à une histoire préalable. Le barbare surgit sur fond d'histoire, et s'il se rapporte à la nature, eh bien, disait Douanencey, qui visait son ennemi intime Montesquieu, s'il est l'homme de nature, c'est que la nature des choses, disait Douanencey, la nature des choses, c'est quoi? C'est le rapport du soleil à la boue qui fait sécher, c'est le rapport du chardon à l'âne qui s'en nourrit.
Eh bien, dans ce champ historico-politique, où le savoir des armes est constamment utilisé par nous comme instrument politique, je crois qu'on peut arriver à caractériser chacune des grandes tactiques qui vont se mettre en place au XVIIIe siècle, au fond par la manière dont on fait jouer ces quatre éléments qui étaient, je crois, présents dans l'analyse de Boulainvilliers: la Constitution, la Révolution, la barbarie et la domination. Au fond, le problème, ça va être de savoir comment est-ce que l'on va établir le point de jonction optimum entre le déchaînement de la barbarie, d'une part, et puis l'équilibre de cette constitution que l'on veut retrouver. Comment faire jouer, dans un juste aménagement des forces, ce que le barbare peut apporter avec lui de violence, de liberté, etc. Que faut-il autrement dit garder et que faut-il écarter du barbare pour faire fonctionner une constitution juste? Que faut-il retrouver en fait de barbarie utile? Le problème, c'est au fond le filtrage du barbare. Le filtrage du barbare et de la barbarie. Que faut-il et comment faut-il filtrer la domination barbare pour accomplir la révolution constituante? C'est ce problème-là, et ce sont les différentes solutions à ce problème du filtrage nécessaire de la barbarie pour la révolution constituante. C'est cela qui va, je crois, définir dans le champ du discours historique, dans ce champ historico-politique, les différentes positions tactiques des différents groupes, des différents intérêts, des différents centres de la bataille, que ce soit la noblesse, je n'y reviendrai pas puisqu'on en a parlé avec Boulainvilliers, mais le pouvoir monarchique, mais la bourgeoisie ou les différentes tendances de la bourgeoisie. Je crois que tout cet ensemble du discours historique au XVIIIe siècle est surplombé par ce problème, non pas du tout révolution ou barbarie, mais le problème révolution et barbarie, économie de la barbarie dans la révolution. Et que ça soit ça, ce problème, eh bien, j'en verrai non pas une preuve, mais une espèce de confirmation dans un texte que quelqu'un m'a remis l'autre jour au moment où je quittais le cours, je ne sais pas qui c'est. Le texte est un texte de Robert Desnos, et qui montre, je crois, parfaitement bien comment jusqu'au XXe siècle encore, le problème, j'allais dire socialisme ou barbarie, mais révolution ou barbarie est un faux problème et que le vrai problème c'est révolution et barbarie. Eh bien, j'en prendrai pour témoignage ce texte de Robert Desnos qui est, je suppose, apparu dans la Révolution surréaliste, mais encore une fois, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de référence. Bon, et voici ce texte. On le croirait issu directement du XVIIIe siècle. Issus de l'Est ténébreux, les civilisés continuent la même marche vers l'Ouest qu'Attila, Tamerlan et tant d'autres inconnus. Qui dit civilisé, dit ancien barbare, c'est-à-dire bâtards des aventuriers de la nuit, c'est-à-dire ceux que l'ennemi romain ou grec corrompit. Expulsés des rives du Pacifique et des pentes de l'Himalaya, ces grandes compagnies, infidèles à leur mission, se trouvent maintenant face à ceux qui les chassèrent au jour pas très lointain des invasions. Fils de Calmon, petit-fils d'Éen, dépouillez un peu ces robes empruntées aux vestiaires d'Athènes ou de Thèbes, ces cuirasses ramassées à Sparte et à Rome, et apparaissez nus, comme l'étaient vos pères sur leurs petits chevaux. Et vous, Normands laboureurs, pêcheurs de sardines, fabricants de cidre, montez un peu sur ces barques hasardeuses qui, par-delà le cercle polaire, tracèrent un long sillage avant d'atteindre ces prés humides et ces forêts giboyeuses. Meute, reconnais ton maître. Tu croyais le fuir, cet Orient qui te chassait en t'investissant du droit de destruction que tu n'as pas su conserver, et voici que tu le retrouves de dos, une fois le tour du monde achevé. Je t'en prie, n'imite pas le chien qui veut attraper sa queue, tu te courras perpétuellement après l'Ouest, arrête-toi, rends-nous compte un peu de ta mission, grande armée orientale devenue aujourd'hui les Occidentaux. Bon. Alors,
rapidement, si vous voulez, pour essayer de resituer un peu donc ces différents discours historiques et les tactiques politiques dont ils relèvent. Concrètement, donc, Boulainvilliers avait introduit tout à la fois dans l'histoire le grand barbare blond, le fait juridique et historique de l'invasion et de la conquête violente, l'appropriation des terres et l'asservissement des hommes, et enfin un pouvoir royal extrêmement limité. Eh bien, de tous ces groupes, de tous ces traits massifs et solidaires qui constituaient l'irruption du fait de la barbarie dans l'histoire, de tous ces traits, quels sont ceux qui vont être écartés, qu'est-ce qu'on va garder pour reconstituer le juste rapport des forces qui doit soutenir le royaume. Eh bien, je prendrai, si vous voulez, trois grands modèles de filtres, il y en a eu bien d'autres au XVIIIe siècle, je prends ceux-là parce qu'ils ont été politiquement et aussi épistémologiquement sans doute les plus importants, et ils correspondent chacun à trois positions politiques bien différentes. Premier filtrage du barbare, le filtrage le plus rigoureux, le filtrage absolu, celui au fond qui consiste à essayer de ne rien laisser passer du barbare dans l'histoire. Il s'agit dans cette position-là de montrer que la monarchie française n'a pas derrière elle une invasion germanique qui l'aurait introduite et qui aurait été en quelque sorte de sa porteuse. Il s'agit de montrer que la noblesse, elle non plus, n'a pas pour ancêtre les conquérants venus de l'autre côté du Rhin. Il s'agit de montrer donc que les privilèges de la noblesse, qui la placent entre le souverain et les autres sujets, ou bien lui ont été concédés tardivement, ou bien encore qu'elle les a usurpés par quelque voie obscure. À une horde barbare fondatrice, il s'agit d'esquiver ce noyau barbare, de le faire disparaître et de laisser en quelque sorte la noblesse en suspens, en faire une création à la fois tardive et artificielle. Cette thèse, c'est bien entendu la thèse de la monarchie, celle que vous trouvez chez toute une série d'historiens qui va de Dubos à Moreau. Cette thèse, articulée dans ses propositions fondamentales, donne à peu près quoi? Ça donne ceci. Eh bien, tout simplement, les Francs, dit Dubos, dira ensuite Moreau, les Francs, au fond, c'est un mythe, c'est une illusion, c'est une création de toutes pièces de Boulainvilliers. Les Francs, ça n'existe pas. Les Francs, ça n'existe pas, c'est-à-dire que, premièrement, il n'y a pas eu d'invasion. Il n'y a pas eu d'invasion du tout. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des invasions, mais faites par d'autres. Invasion des Burgondes, invasion des Goths, contre lesquels les Romains ne pouvaient rien. Et c'est contre cette invasion des Burgondes et des Goths que les Romains ont fait appel, mais à titre d'alliés à une petite population qui avait quelques mérites militaires et qui étaient précisément les Francs, mais qui ont donc été reçus, non pas du tout comme envahisseurs, non pas du tout comme grands barbares susceptibles de domination et de rapine, mais ils ont été reçus comme petite population alliée et utile, de sorte qu'ils ont reçu tout de suite les droits de citoyenneté. Non seulement on en a fait aussitôt des citoyens gallo-romains, mais on leur a donné des instruments de pouvoir politique. Et à ce sujet, Dubos rappelle que Clovis, après tout, a été consul romain. Donc, ni invasion ni conquête, mais immigration et alliance. Il n'y a pas eu donc d'invasion, mais on ne peut même pas dire qu'il y ait eu un peuple franc avec sa législation ou ses coutumes. D'abord, tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup trop peu nombreux, dit Dubos, pour pouvoir traiter les Gaulois de Turcs à mort et leur imposer leurs propres habitudes, leurs propres coutumes. Ils ne pouvaient même pas, perdus qu'ils étaient dans cette masse gallo-romaine, maintenir leurs propres habitudes. Donc ils se sont littéralement dissous. Et d'ailleurs, comment ne se seraient-ils pas dissous dans cette société et dans cet appareil politique gallo-romain, puisqu'ils n'avaient véritablement aucune connaissance de l'administration ni du gouvernement. Déjà, leur art de la guerre, Dubos prétend qu'il les avait empruntés aux Romains. En tout cas, les mécanismes de l'administration, ces mécanismes de l'administration qui étaient, dit Dubos, admirables dans la Gaule romaine, eh bien, les
les Francs n'ont eu garde de les détruire. Rien ne fut dénaturé par les Francs de la Gaule romaine, rien ne fut dénaturé, dit Dubos, l'ordre triompha. Donc les Francs ont été absorbés et le roi est resté simplement en quelque sorte au sommet, à la surface de cet édifice gallo-romain à peine pénétré de quelques immigrés d'origine germanique. Seul le roi est donc resté au sommet de l'édifice, roi qui a hérité précisément des droits césariens de l'empereur romain, c'est-à-dire qu'on a eu, non pas du tout, comme le croyait Boulainvilliers, une aristocratie de type barbare, mais tout de suite une monarchie absolue. Et c'est plusieurs siècles après que la rupture s'est produite, que s'est produit quelque chose qui est l'analogue de l'invasion, mais une sorte d'invasion interne. Et là, l'analyse de Dubos se déplace vers la fin des Carolingiens et le début des Capétiens, où il repère là un affaiblissement du pouvoir central, un affaiblissement de ce pouvoir absolu de type césarien dont les Mérovingiens avaient bénéficié au départ, affaiblissement de ce pouvoir. En revanche, les officiers délégués par le souverain s'arrogent de plus en plus de pouvoir. Ce qui était leur ressort administratif, ils en font des fiefs, comme si c'était leur propriété à eux, et c'est ainsi que naît, sur cette décomposition du pouvoir central, quelque chose qui est la féodalité. Féodalité dont vous le voyez qu'elle est un phénomène tardif, non pas du tout lié à l'invasion, mais à la destruction interne du pouvoir central, et qui constitue en effet, qui a les mêmes effets qu'une invasion, mais une invasion qui aurait été faite de l'intérieur par des gens usurpant un pouvoir dont ils étaient simplement les délégués. Le démembrement de la souveraineté et le changement des offices en seigneurie produisirent, c'est un texte de Dubos que je vous lis, produisirent des effets tout semblables à ceux de l'invasion étrangère, élevèrent entre les rois et le peuple une caste dominatrice et firent de la Gaule un véritable pays de conquête. Ces trois éléments, invasion, conquête, domination, qui caractérisaient, selon Boulainvilliers, ce qui s'était passé au moment des Francs, eh bien, Dubos les retrouve, mais les retrouve comme phénomène interne dû à la naissance, ou corrélatif de la naissance d'une aristocratie, mais d'une aristocratie, vous voyez, artificielle et complètement protégée, complètement indépendante de l'invasion franque et de la barbarie qu'elle a portée avec elle. Et alors c'est contre cette conquête, contre cette usurpation, contre cette invasion intérieure que alors vont se déclencher des luttes, le monarque d'une part, les villes également qui avaient gardé la liberté des municipes romains, le roi et ses villes vont lutter ensemble contre les féodaux. Vous avez là, dans ce discours de Dubos, de Moreau et tous les historiens monarchistes, vous le voyez, le retournement pièce à pièce du discours de Boulainvilliers, avec ceci tout de même comme transformation importante, c'est que vous voyez le foyer de l'analyse historique se déplace du fait de l'invasion et des premiers mérovingiens vers cet autre fait qui a été la naissance de la féodalité et les premiers capétiens. Vous voyez aussi, et c'est important, que l'invasion de la noblesse est analysée non pas du tout comme l'effet d'une victoire militaire et l'irruption de la barbarie, mais comme le résultat d'une usurpation interne. Le fait de la conquête est toujours affirmé, mais il est dépouillé et de son paysage barbare et des effets de droit que pouvait entraîner la victoire militaire. Les nobles, ce ne sont pas des barbares, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs politiques. Voilà, si vous voulez, la première utilisation tactique par retournement du discours de Boulainvilliers. Autre filtrage maintenant, autre filtrage du barbare. Il s'agit dans cet autre type de discours, cette fois, de dissocier une liberté germanique, c'est-à-dire une liberté barbare, la dissocier du caractère exclusif des privilèges de l'aristocratie. Autrement dit, il s'agit, et en ceci, cette thèse, cette tactique va rester très proche de celle de Boulainvilliers.
On va continuer à faire valoir contre l'absolutisme romain de la monarchie les libertés qu'ont apportées avec eux les Francs et les barbares. Les bandes hirsutes venues de l'autre côté du Rhin sont bien entrées en Gaule, elles ont apporté avec elles leur liberté. Mais ces bandes hirsutes, ce n'étaient pas des Germains guerriers constituant un noyau aristocratique qui allait se maintenir comme tel dans le corps de la société gallo-romaine. En fait, ce qui a déferlé, ce sont bien des guerriers, mais c'est en fait tout un peuple en armes. La forme politique et sociale qui s'est introduite dans la Gaule, ce n'est pas celle d'une aristocratie, c'est celle au contraire d'une démocratie, de la démocratie la plus large. Et cette thèse, alors, vous la trouvez chez Mably, chez Bonneville, vous la trouvez chez Marat encore, dans les chaînes de l'esclavage. Démocratie donc barbare des Francs, qui ne connaissait aucune forme d'aristocratie, qui ne connaissait qu'un peuple égalitaire de soldats citoyens, un peuple fier, brutal, qui n'habille sans patrie, sans loi, dont chaque citoyen soldat ne vivait que de butin et qui ne voulait être gêné par aucun châtiment. Sur ce peuple, aucune autorité suivie, aucune autorité raisonnée ou constituée. Eh bien, selon Mably, c'est cette démocratie brutale, cette démocratie barbare, qui s'établit en Gaule. Et à partir de là, à partir de cet établissement, une série de processus, cette avidité, cet égoïsme des barbares francs, qui était qualité quand il s'agissait de franchir le Rhin et d'envahir la Gaule, devient défaut dès qu'ils s'installent. Les Francs ne s'occupent plus que de pillage et d'appropriation, c'est-à-dire qu'ils négligent et l'exercice du pouvoir et ses assemblées de mars ou de mai qui contrôlaient à chaque instant, chaque année, le pouvoir royal. Ils laissent donc faire le roi, ils laissent se constituer au-dessus d'eux une monarchie qui tente à devenir absolue, et le clergé, ignorant sans doute plus que ruse, d'après Mably, le clergé interprète les coutumes germaniques en termes de droit romain, ils se croient être sujets d'une monarchie, alors qu'ils étaient en fait le corps d'une république. Donc, quant aux fonctionnaires officiers du souverain, eh bien, eux aussi, ils prennent de plus en plus de pouvoir, de sorte qu'on est en train de quitter cette démocratie générale qui avait été apportée avec elle par la barbarie franque, et on entre dans un système à la fois monarchique et aristocratique. Lent processus contre lequel il y a un moment de réaction, c'est lorsque Charlemagne, se sentant justement de plus en plus dominé et menacé par l'aristocratie, prend appui à nouveau sur ce peuple que les rois précédents avaient négligé. Charlemagne restaure le champ de Mars et les assemblées de mai, il laisse entrer tout le monde dans ces assemblées, même les non-guerriers, donc court instant de retour à la démocratie germanique, et puis après ce temps d'arrêt, reprise du lent processus qui fait disparaître à la fois la démocratie, et deux figures jumelles vont naître. D'une part, celle d'une monarchie, celle de Hugues Capet. Monarchie qui arrive à s'établir comment? Dans la mesure où, contre la démocratie barbare et franque, eh bien, les aristocrates acceptent de choisir un roi qui va justement tendre de plus en plus vers l'absolutisme, mais comme récompense de ce sacre royal opéré par les nobles sur la personne du Capet, eh bien, en récompense, les Capétiens vont donner comme fief aux nobles les ressorts administratifs et les offices dont ils avaient été chargés. C'est donc par conséquent par une complicité entre les nobles qui ont fait le roi et le roi qui a fait la féodalité que naît au-dessus de la démocratie barbare cette figure jumelle de la monarchie et de l'aristocratie. Sur fond de la démocratie germanique, on a donc ce double processus. Bien sûr, l'aristocratie et la monarchie absolue se disputeront un jour, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont au fond sœurs jumelles.
Bon, troisième type de discours, troisième type d'analyse, troisième tactique en même temps, qui est au fond la plus subtile et celle qui aura la fortune historique la plus grande, bien que à l'époque même où elle a été formulée, elle l'a été sans doute avec infiniment moins d'éclat que la thèse de Dubos ou celle de Maclay. Il s'agit, dans cette troisième opération tactique, de distinguer au fond deux barbaries. L'une, celle des Germains, qui va être la mauvaise barbarie, celle dont il faut s'affranchir. Et puis, une bonne barbarie, la barbarie des Gaulois, qui seule est vraiment porteuse de liberté. Et par là, on fait deux opérations importantes. D'une part, on va dissocier liberté et germanité, qui avaient été par Boulainvilliers nouées ensemble, et d'autre part, on va dissocier la romanité et l'absolutisme. C'est-à-dire qu'on va découvrir dans la Gaule romaine ces éléments de liberté dont toutes les thèses précédentes avaient plus ou moins admis qu'elles avaient été importées par les Francs. En gros, si vous voulez, alors que la thèse de Mably s'obtenait par une transformation de la thèse de Boulainvilliers, éclatement démocratique des libertés germaniques, cette nouvelle thèse, qui est celle de Brétigny, qui est celle de Chapsal, etc., eh bien, cette nouvelle thèse, elle s'obtient par une intensification et un déplacement de ce qui avait été, en quelque sorte, déposé un peu marginalement par Dubos, quand Dubos avait dit que contre la féodalité s'était élevé à la fois le roi et puis les villes qui avaient résisté à l'usurpation féodale. Eh bien, la thèse de Brétigny, de Chapsal, celle qui va devenir, d'où son importance, la thèse des historiens bourgeois du XIXe siècle, d'Augustin Thierry, de Guizot, elle consiste à dire ceci. C'est qu'au fond, le système politique des Romains, il était à deux étages. Bien sûr, au niveau du gouvernement central, de la grande administration romaine, on a affaire, au moins depuis l'Empire, à un pouvoir absolu. Mais les Romains, les libertés originaires qui avaient été les leurs, de sorte que la Gaule romaine est bien en un sens une partie de ce grand empire absolutiste, mais la Gaule romaine est également parsemée, pénétrée de toute une série de foyers de liberté qui sont au fond les vieilles libertés gauloises ou celtiques que les Romains ont laissées en place et qui vont continuer à fonctionner dans les villes, dans ces fameux municipes de l'Empire romain, où, avec une forme qui est d'ailleurs plus ou moins empruntée à la vieille cité romaine, ce sont les libertés archaïques, ce sont les libertés ancestrales des Gaulois et des Celtes qui vont continuer à fonctionner. La liberté, et c'est pour la première fois, je crois, que ceci apparaît dans ces analyses historiques, la liberté est donc un phénomène, d'une part, compatible avec l'absolutisme romain, c'est un phénomène gaulois et c'est surtout un phénomène urbain. La liberté appartient aux villes. Et c'est précisément dans la mesure où elle appartient aux villes que cette liberté va pouvoir lutter et devenir une force politique et historique. Sans doute, ces villes romaines, elles vont être détruites lorsque se produit l'invasion des Francs et des Germains. Mais les Francs et les Germains, paysans, nomades, en tout cas barbares, négligent les villes et s'installent dans la libre campagne. Donc les villes se reconstituent, négligées qu'elles étaient par les Francs, elles se reconstituent et elles bénéficient à ce moment-là d'un nouvel enrichissement. Lorsque la féodalité se met en place à la fin du règne des Carolingiens, et bien sûr, les grands seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, vont essayer de mettre la main sur cette richesse reconstituée des villes. Mais c'est là que les villes, ayant acquis à travers l'histoire force grâce à leur richesse, grâce aussi à leur liberté, grâce aussi à la communauté qu'elles formaient, eh bien les villes vont pouvoir lutter
résister, se révolter. Et c'est tout ce grand mouvement de révolte des communes que l'on voit se développer dès les premiers Capétiens et qui finalement imposeront aussi bien au pouvoir royal qu'à l'aristocratie, imposeront finalement et le respect de leurs droits et finalement, jusqu'à un certain point, leurs lois, leur type d'économie, leur forme de vie, leurs mœurs, etc. Ceci au XVe ou XVIe siècle. Vous voyez que cette fois, on a une thèse qui, beaucoup plus que les thèses précédentes, beaucoup plus même que la thèse de Mably, va pouvoir être la thèse du tiers-État, puisque c'est pour la première fois l'histoire de la ville, l'histoire des institutions urbaines, l'histoire aussi de la richesse et de ses effets politiques qui vont pouvoir être articulés à l'intérieur de l'analyse historique. C'est ce qui est fait dans cette histoire, ce qui est esquissé au moins dans cette histoire, eh bien, c'est un tiers-État qui se forme non pas tout simplement par les concessions du roi, mais qui se forme grâce à son énergie, grâce à sa richesse, grâce à son commerce, grâce à un droit urbain fort élaboré, emprunté en partie au droit romain, mais articulé également sur l'ancienne liberté, c'est-à-dire sur l'ancienne barbarie gauloise, désormais. Et pour la première fois, la romanité, qui avait toujours eu dans la pensée historique et politique du XVIIIe siècle, qui avait toujours eu la couleur de l'absolutisme, la romanité qui était toujours du côté du roi, va se colorer de libéralisme. Et la romanité, loin d'être la forme théâtrale dans laquelle le pouvoir royal va réfléchir son histoire, la romanité va être, grâce à ces analyses dont je vous parle, un enjeu pour la bourgeoisie elle-même. La bourgeoisie va pouvoir récupérer la romanité sous la forme du municipe gallo-romain comme étant, en quelque sorte, ses lettres de noblesse. La municipalité gallo-romaine, c'est la noblesse du tiers-État, et c'est cette municipalité, cette forme d'autonomie, de liberté municipale que le tiers-État va réclamer. Bon, tout ceci est bien entendu à resituer dans tout le débat qui a eu lieu au XVIIIe siècle autour justement des libertés municipales, des autonomies municipales. Je vous renvoie par exemple au texte de Turgot qui doit dater de 1774. Mais vous voyez que du même coup, la romanité va pouvoir, à la veille de la Révolution, se dépouiller de toutes ces connotations monarchistes et absolutistes qui avaient été les siennes tout au long du XVIIIe siècle. Il va pouvoir y avoir une romanité libérale et par conséquent une romanité vers laquelle on peut essayer de revenir, même lorsqu'on n'est pas monarchiste, même lorsqu'on n'est pas absolutiste, on peut revenir à la romanité, même si l'on est bourgeois, et vous savez que la Révolution ne s'en privera pas. Autre importance aussi de ce discours de Brétigny, Chapsal, etc., c'est que vous le voyez, il permet un formidable élargissement du champ historique. Au fond, on était parti avec les historiens anglais du XVIIe siècle dont je vous avais parlé, mais aussi avec Boulainvilliers, on était parti de ce petit noyau qui était le fait de l'invasion, ces quelques dizaines d'années, ce siècle en tout cas, au cours duquel les hordes barbares avaient déferlé sur la Gaule. Et vous voyez que petit à petit, on assiste à tout un élargissement. On a déjà vu, par exemple, avec Mably, l'importance qu'avait un personnage comme Chapsal, comme Charlemagne. Vous voyez comment aussi avec Dubos, l'analyse historique s'était étendue vers les premiers Capétiens et la féodalité. Et voilà que maintenant, avec les analyses de Brétigny, de Chapsal, etc., eh bien, le foyer, le domaine du savoir historiquement utile et politiquement fécond, eh bien, ce domaine de savoir va s'étendre vers le haut, puisque l'on remonte jusqu'à l'organisation municipale des Romains et finalement jusqu'aux vieilles libertés gauloises et celtiques, formidable remontée en arrière, et d'un autre côté, l'histoire va vers le bas, s'étendre à travers toutes les luttes qui, depuis le début de la féodalité, vont, à travers les révoltes communales, amener à cet avènement, cet
avènement partiel en tout cas, de la bourgeoisie comme force économique et politique au XVe et XVIe siècle. C'est désormais un millénaire et demi d'histoire qui vont devenir le champ du débat historique et politique. Le fait juridique et historique de l'invasion a maintenant complètement éclaté et on a affaire à un immense champ de lutte généralisée qui couvre donc 1500 ans d'histoire avec des acteurs aussi variés que les rois, la noblesse, le clergé, les soldats, les officiers royaux, le tiers état, les bourgeois, les paysans, les habitants des villes, etc. Et une histoire qui prend appui sur des institutions comme les libertés romaines, les libertés municipales, l'église, l'éducation, le commerce, la langue, etc. Éclatement général du champ de l'histoire, et c'est précisément dans ce champ que les historiens du XIXe siècle vont reprendre le travail. Bon, vous me direz pourquoi tous ces détails, pourquoi cette mise en place de ces différentes tactiques à l'intérieur du champ de l'histoire. C'est vrai que j'aurais pu tout simplement passer directement à Augustin Thierry, Montlosier, etc., et à tous ceux qui ont, à partir de cette instrumentation de savoir, essayé de penser le phénomène révolutionnaire. Je me suis attardé à cela pour deux raisons. D'abord pour une raison de méthode. Que vous le voyez, on peut, je crois, très bien repérer comment, à partir de Boulainvilliers, s'est constitué un discours historique et politique, qui, dont le domaine d'objet, dont les éléments pertinents, dont les concepts, dont les méthodes d'analyse sont très proches les uns des autres. Il s'est formé une sorte de discours historique au cours du XVIIIe siècle, un discours historique qui est commun à toute une série d'historiens pourtant très opposés dans leurs thèses comme dans leurs hypothèses ou leurs rêves politiques. On peut parfaitement, sans rupture aucune, parcourir tout ce réseau des propositions fondamentales qui sous-tendent chaque type d'analyse, les transformations par lesquelles on peut passer, si vous voulez, d'une histoire qui nie les Francs, comme Dubos a une histoire au contraire de la démocratie franque. On peut très bien passer de l'une de ces histoires à l'autre en repérant quelques transformations très simples dans les propositions fondamentales. Donc, une trame épistémique très serrée de tout le discours historique, quelles que soient finalement les thèses historiques et quels que soient les objectifs politiques qu'ils se donnent. Or, que cette trame épistémique soit si serrée ne signifie aucunement que tout le monde pense de la même façon. C'est même au contraire. La condition pour que l'on puisse ne pas penser de la même façon, c'est la condition pour que l'on puisse penser d'une façon différente et que cette différence soit politiquement pertinente. Pour que les différents sujets parlants puissent occuper des positions tactiquement opposées, pour qu'ils puissent les uns en face des autres se trouver en position d'adversaire, pour que par conséquent l'opposition soit une opposition à la fois dans l'ordre du savoir et dans l'ordre de la politique, il fallait justement qu'il y ait ce champ très serré, ce réseau très serré, qui régularise le savoir historique. Plus le savoir est régulièrement formé, plus il est possible pour les sujets qui y parlent, plus il est possible pour eux de se répartir selon des lignes rigoureuses d'affrontement. Et plus il est possible de faire fonctionner ces discours ainsi affrontés comme autant de tactiques différentes dans des stratégies globales où il ne s'agit pas simplement de discours et de vérité, mais il s'agit également de pouvoir, de statut, d'intérêt économique. Autrement dit, la réversibilité tactique du discours est fonction directe de l'homogénéité des règles de formation de ces discours. C'est la régularité du champ épistémique, c'est l'homogénéité dans le mode de formation du discours qui va le rendre utilisable dans des luttes qui, elles, sont extra-discursives.
C'était pour cette raison de méthode donc que j'ai insisté sur cette répartition des différentes tactiques discursives à l'intérieur d'un champ historico-politique cohérent, régulier et formé de façon très sérieuse. J'y ai insisté aussi pour une autre raison, une raison de fait, qui concerne ce qui s'est passé au moment même de la Révolution, et ce quelque chose, c'est ceci. C'est que, d'une part, vous voyez que finalement, à part la dernière forme de discours dont je viens de vous parler, celle de Brétigny, de Chaptal, etc., au fond, ceux qui avaient le moins d'intérêt à investir leur projet politique dans l'histoire, c'était bien entendu les gens de la bourgeoisie ou du tiers-État. Parce que revenir à la Constitution, demander le retour à quelque chose comme un équilibre des forces, impliquait en quelque sorte que l'on soit sûr de trouver dans ce rapport des forces, eh bien, que l'on soit sûr de s'y retrouver soi-même. Or, il était bien évident que le tiers-État, la bourgeoisie, ne pouvait guère, avant en tout cas le milieu du Moyen-Âge, se repérer soi-même comme sujet historique dans ce jeu de rapport des forces. Tant qu'on interrogeait les Mérovingiens, les Carolingiens, les invasions franques ou même encore Charlemagne, comment pouvait-on trouver quelque chose qui fût de l'ordre du tiers-État ou de la bourgeoisie? D'où le fait que la bourgeoisie, contrairement à ce qu'on dit, a été au XVIIIe siècle certainement la plus réticente, la plus réluctante à l'histoire. Profondément, c'est l'aristocratie qui a été historique, la monarchie l'a été, les parlementaires également, mais la bourgeoisie est restée longtemps anti-historiciste, ou anti-historienne si vous voulez, et ce caractère anti-historien de la bourgeoisie, on le voit se manifester de deux façons. Premièrement, toute la première partie du XVIIIe siècle, la bourgeoisie a été plutôt favorable au despotisme éclairé, c'est-à-dire à quelque chose, à une certaine forme de modération du pouvoir monarchique, mais qui ne reposerait pas sur l'histoire, qui reposerait sur une limitation due au savoir, à la philosophie, à la technique, à l'administration, etc. Et puis la bourgeoisie, dans la seconde partie du XVIIIe siècle, et surtout avant la Révolution, a essayé d'échapper à l'historicisme ambiant. Elle a essayé d'échapper à cet historicisme en demandant une constitution. Une constitution qui ne soit pas justement une reconstitution, une constitution qui soit essentiellement, sinon anti-historique, du moins ahistorique, d'où vous le comprenez, le recours au droit naturel, le recours à quelque chose comme le contrat social, le rousseauisme de la bourgeoisie à la fin du XVIIIe siècle, au début de la Révolution, ce rousseauisme était exactement une réponse à l'historicisme des autres sujets politiques qui se battaient dans ce champ de la théorie et de l'analyse du pouvoir. Être rousseauiste, faire appel précisément au sauvage, faire appel au contrat, c'était échapper à tout ce paysage qui était défini par le barbare, son histoire et ses rapports avec la civilisation. Bon, cet anti-historicisme de la bourgeoisie, bien sûr, il n'est pas resté tel quel, il n'a pas empêché toute une réarticulation de l'histoire. Au moment de la convocation des États généraux, vous voyez que les cahiers de doléances sont remplis de références historiques, mais des références historiques les cahiers de doléances sont remplis de références historiques, mais des références historiques dont les principales sont bien entendu les références historiques de la noblesse elle-même, et c'est simplement pour répondre à la multiplicité de ces références faites aux capitulaires, à l'île de Piste, etc., aux pratiques mérovingiennes, aux carolingiennes, c'est pour répondre à cela que la bourgeoisie, à son tour, a réactivé toute une série de savoirs historiques, en quelque sorte à titre de réplique polémique à la multiplicité des références historiques que vous trouvez dans les cahiers de la noblesse.
Et puis, vous avez une seconde réactivation historique qui est sans doute plus importante et plus intéressante. C'était la réactivation dans la Révolution elle-même d'un certain nombre de moments, de formes historiques qui ont fonctionné, si vous voulez, comme des faces de l'histoire, dont le retour dans le vocabulaire, dans les institutions, dans les signes, dans les manifestations, dans les fêtes, etc., permettait de donner une figure visible à une révolution comprise comme cycle et comme retour. Et c'est ainsi que vous avez eu deux grandes formes historiques réactivées dans la Révolution, à partir même en quelque sorte de ce rousseauisme juridique qui avait été le fil directeur pendant longtemps. D'une part, réactivation de Rome, réactivation plutôt de la cité romaine, c'est-à-dire aussi bien de la Rome archaïque, républicaine et vertueuse, que la cité gallo-romaine avec ses libertés et sa prospérité. D'où la fête romaine comme ritualisation politique de cette forme historique qui revenait à titre de constitution en quelque sorte fondamentale des libertés. Autre figure réactivée, ça a été la figure de Charlemagne. Charlemagne dont vous avez vu le rôle que lui donnait Mably, Charlemagne qui est pris comme point de jonction entre les libertés franques et les libertés gallo-romaines, Charlemagne, l'homme qui convoquait le peuple au champ de Mars, Charlemagne, souverain guerrier mais en même temps protecteur du commerce et des villes, Charlemagne, roi germanique et empereur romain. Il y a eu tout un rêve carolingien qui a traversé la Révolution et dont on parle beaucoup moins que de la fête romaine, tout un rêve carolingien qui s'est développé dès le début de la Révolution. Le champ de Mars, la fête du 14 juillet 1790, c'est une fête carolingienne. Elle se passe précisément au champ de Mars. Et c'est bien un certain rapport du peuple ainsi assemblé à son souverain. C'est ce rapport de modalité carolingienne que l'on essaie jusqu'à un certain point de reconstituer ou de réactiver. C'est en tout cas cette espèce de vocabulaire historique implicite qui est présent dans la fête de juillet 90, et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'au club des Jacobins en juin 90, quelques semaines avant la fête, quelqu'un avait demandé que Louis XVI soit au cours de cette fête déchu de son titre de roi, mais qu'on remplace ce titre de roi par celui d'empereur, et que l'on crie sur son passage non pas « Vive le roi », mais « Louis l'empereur », car celui qui est empereur, imperat cette non régit, il commande mais il ne gouverne pas, il est empereur et il n'est pas roi. Il faudrait, disait ce projet, que Louis XVI revienne du champ de Mars, la couronne impériale sur la tête. Et c'est bien entendu, au point de confluence de ce rêve carolingien un peu méconnu et puis du rêve romain que l'on va trouver bien sûr l'empire napoléonien. Autre forme, si vous voulez, et je m'arrêterai là, de réactivation historique à l'intérieur de la Révolution, ça a été bien entendu l'exécration de la féodalité, l'exécration de ce que d'Entraigues, noble rallié à la bourgeoisie, appelait le plus épouvantable fléau dont le ciel, dans sa colère, put frapper une nation libre. Eh bien, cette exécration de la féodalité, elle prend plusieurs formes. Elle prend plusieurs formes. D'abord, le retournement pur et simple de la thèse de Boulainvilliers, le retournement de la thèse de l'invasion, et vous trouvez ainsi des textes, celui-là est de l'abbé Broyard. Messieurs les Francs, nous sommes 1000 contre 1. Nous avons été longtemps vos vassaux. Devenez les nôtres. Il nous plaît de rentrer dans le patrimoine de nos pères. Voilà ce que l'abbé Broyard voulait que le tiers-état dise à la noblesse. Et Sieyès, dans son fameux texte sur lequel je reviendrai la prochaine fois, Sieyès disait « Pourquoi ne pas renvoyer dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d'être issues de la race des conquérants et d'avoir succédé à des droits de conquête ?» Et alors, en 1795 ou 16, je ne me souviens plus, Boulet de la Meurthe disait, après l'émigration, enfin après les grands mouvements d'immigration, les émigrés représentent les vestiges d'une conquête dont la nation française s'est peu à peu libérée. Et vous voyez ici se former quelque chose qui va être si important au tout début du XIXe siècle, c'est-à-dire la réinterprétation
de la Révolution française, des luttes politiques et sociales qui l'ont traversée, sa réinterprétation en termes d'histoire des races. Et c'est également du côté de cette exécration de la féodalité qu'il faut sans doute replacer la valorisation ambiguë du gothique. Ce gothique que l'on voit apparaître dans les fameux romans médiévaux de l'époque de la Révolution, ces romans gothiques qui sont à la fois romans de terreur, d'effroi et de mystère, mais également romans politiques, car ce sont toujours des récits d'abus de pouvoir, d'exaction, c'est la fable des souverains injustes, des seigneurs impitoyables et sanguinaires, des prêtres arrogants, etc. Le roman gothique est un roman, si vous voulez, de science et de politique fiction dans la mesure où il s'agit de romans essentiellement centrés sur l'abus de pouvoir et science-fiction dans la mesure où il s'agit de la réactivation au niveau de l'imaginaire de tout un savoir sur la féodalité, de tout un savoir sur le gothique qui a au fond un siècle d'âge. Ce n'est pas la littérature, ce n'est pas l'imagination qui a, à la fin du XVIIIe siècle, introduit comme une nouveauté ou comme un renouveau absolu ce thème du gothique et de la féodalité. En fait, le thème du gothique et de la féodalité se sont inscrits dans l'ordre de l'imaginaire, dans la mesure même où ils avaient été, ce gothique et cette féodalité, l'enjeu d'une lutte maintenant séculaire au niveau du savoir et des formes de pouvoir. Bien avant le premier roman gothique, presque un siècle avant, on se battait autour de ce qu'étaient historiquement et politiquement les seigneurs, leurs fiefs, leur pouvoir, leur forme de domination. Tout le XVIIIe siècle a été, au niveau du droit, de l'histoire et de la politique, traversé par le problème du féodal. Et ce n'est qu'au moment de la Révolution, donc un siècle après cet énorme travail au niveau du savoir et au niveau de la politique, que finalement il y a eu une reprise en charge imaginaire dans ces romans de science et de politique fiction. En romaine, vous avez donc eu pour cette raison-là le roman gothique, mais tout ceci est donc à replacer dans cette histoire du savoir et des tactiques politiques qu'il permet. Bon, et bien alors, la prochaine fois, je vous parlerai de l'histoire comme reprise de la Révolution.